Extra. Tu peux même venir me faire un câlin si t'as envie. Ça fait longtemps que c'est pas. Ah ouais, ça fait trop longtemps que c'est pas eu. Petite lichette. Y'a que moi qui en bois pas du café. Le mec, tu sais, en caserne, j'étais le seul qui en buvait pas. Le mec, c'était choqué. Boire du café pour se rebooster d'un coup, ça peut être efficace ou pas? Ouais, ça l'est. Mais moi, j'ai pas été éduqué avec le café. Je suis resté au cacao. Moi, j'étais content. J'avais mon Nesquik, mon Choco Prince. Et tu sais quoi, ça m'a fait mon enfance. C'était régal. Tu te bouffais le Choco Prince là-bas? Non, là-bas, j'avais pas, là, en vrai, là-bas, j'avais la flemme. Je prenais les, on avait des petits pots de Nutella, je les prenais à la cuillère. Ah, c'est bon, tu te levais le matin, fallait que tu ranges tes affaires, que tu t'habilles pour prendre ta garde et tout. J'avais trop la flemme de faire le petit déj. En fait, tu sais, ils sont là. De quoi? Ils sont là. Qui est là? Ben, ceux qui regardent. Ah. Salut. Je fais la présentation et après, on les zappe. Ça marche. On vous zappe pas trop quand même, un minimum, mais. À peine. Un peu. Donc on est avec Thomas. Thomas qui est un pompier, mais qui a aussi, qui a fait une bifurcation dans l'immobilier. Je le connais depuis très longtemps parce qu'on a été au collège ensemble. Ouais, ça fait quelques années, ça nous rajeunit pas tout ça. On a été au collège, on a été au lycée ensemble, on s'est côtoyés pendant très longtemps et là, ben, pendant un petit moment, on s'est pas capté, là. Et... Ouais, ça faisait quelques mois, là. Ouais. Tout doucement. Ouais. Le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite. Déjà, on était ensemble au collège. D'accord? Déjà. Donc, on a une expérience au collège. Vas-y, est-ce que ça te dit qu'on l'évoque? Oh, on peut l'évoquer. Vas-y, on l'évoque. Y a pas de tabou, mais on peut l'évoquer, c'est rigolo. On peut se taquiner, etc. À cette époque, j'avais la touffe. J'avais les cheveux très très longs. Donc, Jackson 5, j'avais vraiment les cheveux. Donc, bon, le surnom classique pour ce genre de personne, c'est Mouton, tout ça. Bon, voilà. Tu m'as dit Mouton et tout, puis je devais pas être de bonne humeur. On sortait la phrase, on était au collège à la terrasse, on fait, eh ben vas-y, 16h à la terrasse, on se retrouve et on se met sur la gueule. Ça avait pris des proportions immenses parce qu'il y avait eu beaucoup de monde. Personnes autour de nous, Ouais. rien, tu vois. Et puis, non, surtout, ce qui est incroyable, c'est que alors ça, c'est ouf, cette histoire, c'est qu'on finit de se battre et tout. Je commence à rentrer chez moi et tout. Et puis, à cette époque, il y a le CPE. Donc, le CPE. Tu sais que je l'avais oublié, celle-là. Vas-y, continue. Ouais, vas-y. Je le croise avec son costard cravate, il était descendu du collège et tout. Enfin, j'étais un élève globalement sans problème, machin et tout. Il vient voir et moi, il a dû se dire, vas-y, je vais aller demander au petit Thomas et tout. Lui, il va bien me répondre et tout. Il m'a dit, ouais, tu sais que c'est qui s'est battu? Et je sais pas pourquoi. Ça me rappelle. Avec le recul, j'ai envie de me taper la tête contre le sol. J'ai dit, c'est moi. Et lui. Et lui. Ouais, mais j'étais en mode, mais en fait, là, c'était fini. C'était pas grave. Déjà, il y a des gens qui ont essayé de filmer et tout. Et maintenant, on va avoir des problèmes. Non, mais à cette époque, je n'avais juste aucune résistance à la pression. Genre, vraiment, il m'a dit, c'est qui? Bah, moi, trop naïf, trop honnête, c'est moi et lui. Mais bon, après, quand t'étais plus jeune, on était plus jeunes. Je t'en veux pas. Et du coup, pour finaliser cette histoire, bon, en gros, on s'est fait exclure tous les deux quelques jours, mais on était exclus inclus. Donc, on était vers les bureaux de la direction. Un aquarium. Dans l'aquarium, c'est ça. Ouais. Puis finalement, bon, on a bien discuté, ça nous a rapprochés indirectement, comme quoi la vie, des fois. Et puis, bah, finalement, après, depuis ce jour-là, eh ben, on est toujours restés amis. Ouais. Et franchement, on a le pire, fait... c'est qu'on partait ensemble des cours, tu Ouais, vois, des fois. alors que 3 jours avant, c'était battu, les gens, ils nous regardaient, bah, vous étiez pas battu il y a quelques jours? Ouais, mais c'est bon. J'ai quand même une communauté rappeur, tu vois, de ce côté-là. Ouais. Et en fait, tu sais, dans les rappeurs, la phrase ils sont devenus potes en se mettant sur la gueule. Bah. Et ben en fait, quand j'entends cette phrase, je pense à toi. Ouais, mais vraiment, je te jure, je pense à toi. Tu sais quoi, on va continuer parce qu'en fait, là, on suit un peu ton parcours en même temps. Donc, au final, après, on est allé au lycée. En S. Première S, terminale S ensemble. Ouais. C'était une bonne année, hein. Bah, en vrai, c'était une bonne équipe. C'était une trop bonne équipe, même, parce que quand t'es sur une classe de S où il y a 35 élèves et puis t'en as 10 qui redoublent et... 8 ou 10? 9, pardon, je me trompe. 9 redoublants et il y en a 6 qui se sont fait arrondir le bac à 10,0. Donc, ça veut dire que potentiellement, alors j'étais pas très bon en maths, hein, mais 9 plus 6, ça fait 15. Les autres S, il y avait 3 S en fait. Donc les deux autres S, tous passés. Mais alors nous, bah après on s'entendait trop bien. J'étais genre le dimanche soir, je pense qu'on devait être une des seules classes à être content de venir en cours. On avait une classe avec Hugo, tout ça, Melvin, c'était tous des gens d'Annie, de la terrasse. C'était peut-être une trop bonne ambiance du coup derrière. Ça a créé peut-être des petits problèmes. Bah du coup, on a redoublé ensemble aussi. On a redoublé ensemble, ouais, c'est ça. En fait, moi, ce qui m'a posé problème, honnêtement, c'est les maths. C'est-à-dire vraiment, je me suis dit, je vais passer un bac S sans les maths. Clairement, c'est ça, parce que après, ouais, non, mais non, mais ouais, mais avec le coef que c'est. Non, mais ça, en fait. t'as raison. Avec le recul, je sais que c'est bête d'avoir pensé comme ça. Après, j'étais encore plus jeune, t'inquiète. Les maths, c'était abstrait pour moi. Ah, le côté pragmatique. Le côté concret, en fait. Exactement. Ouais. Mais tu vois, sur le moment, on faisait des fractions, les vecteurs, les machins, ça me parlait pas, tu vois, tout ça. J'ai des notes qui sont pas trop mal, mais les maths, mon plus gros coef, boum. Ouais. Et je suis pas passé loin, mais je l'ai pas. Après, maintenant, ça a été fait, puis avec le recul, bah, ça te fait grandir, parce que du coup, c'est de là que je suis allé à Marseille, tu vois. Donc, j'ai tenté le concours, du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Et là, tu vois, cet échec. Quelle année environ? Ah, c'était en 2017. En gros, le bac, l'échec, c'est en 2016. Cette histoire, elle est incroyable. Parce que pompier, c'est un métier que j'avais toujours pensé.
J'avais jamais pris le temps de faire les pompiers volontaires, etc., ni les jeunes sapeurs-pompiers, parce que moi je faisais le judo à cette époque, j'avais pas mal de trucs, et je voulais pas faire les choses à moitié, puis mes parents m'ont pas éduqué à faire des trucs à moitié, c'est si tu faisais un truc, tu faisais à fond. Et ce qui est paradoxal du coup avec mon bac, après avoir raté le bac, bon, il y a eu l'été, tout ça en 2016, j'avais un besoin de partir. T'as eu un gros échec, parce que bah pour un gamin de 18 ans, quand tes parents sont profs, t'as une petite pression, une envergure sur ça, t'es là et tu prends du recul, je dis ouais bah le bac je l'ai pas, tous tes potes ils avancent, ils l'ont, vous l'avez tous eu, il y a que moi qui l'ai pas eu. Et là, tu fais partie du petit pourcentage qu'il y a pas. Toi, tu te remets en question, tu te regardes devant la glace, tu rentres chez toi, tu te dis ouais, mais en fait, ça va être quoi ma vie? Je vais être entre guillemets, c'est pas méchant, mais c'est mon ressenti à moi. Je vais être quoi? Je vais être le raté, le loser, le mec qui va traîner toujours derrière, qui va être en galère. Et je voyais tout le monde avancer, commencer leurs études, s'épanouir. Et moi, j'étais là en retrait. Je restais sur 2 années compliquées. Tu perds un peu confiance en toi, et puis tu te remets en question, tu te dis machin. Et j'avais besoin de sortir de ça. J'avais besoin de me prouver des choses à moi-même, aux autres, mais surtout à moi-même. J'avais besoin de me retrouver. Et c'est parti de là. Clairement, c'est parti de là. Avec mon petit sac, du haut de mes 18-19 ans, je suis arrivé là-bas. Je voudrais ouvrir un dossier pour entrer au bataillon des marins-pompiers de Marseille. Ils m'ont dit, il faut faire ça comme étape pour arriver jusqu'à Marseille. Et en gros, ça a démarré de là. Donc là, j'ai eu une lettre de motivation à faire, que j'ai envoyée, qui a été retenue. Ensuite, j'ai eu un entretien à Lyon, oral. Si ton oral les a convaincus, là, ultérieurement, ils te convoquent pour venir faire les épreuves que tous les militaires passent. Donc, en gros, physique, les tests psychotechniques, un entretien avec une psy. Si tu réussissais cette partie-là, après, tu étais convoqué à Marseille. Donc là, Marseille, tu refaisais les mêmes épreuves écrites, les épreuves sportives. Tu avais la natation en plus, à cette époque, et tu avais un test de vertige. D'accord. Et un entretien. Important. Exactement, un test de vertige. Tu me permets? Ouais, vas-y. Je reviens juste un peu en arrière. Le test avec la psy. Comment ça se passe? En fait, c'est un entretien comme on fait un peu là, tu vois, naturel, il y a pas de pression, il y a rien, elle va t'orienter avec des questions, et en gros, bah, l'entretien est super intéressant, et après, bah, là, c'est là où viennent un peu les questions qui peuvent être pièges, entre guillemets, pour certains. Moi, ça a été, j'ai répondu le plus honnête. Il n'y a aucun intérêt à mentir ou à me faire passer pour ce que je suis pas. J'y vais en toute honnêteté, naturel, et on verra bien. Elle m'a posé une question à un moment, et ça, c'est une question qui peut jouer. Elle te dit, bah écoutez, vous pensez postuler pour être pompier, d'accord, donc vous attendez forcément que vous allez tomber sur des choses qui peuvent être dures à voir, vous pouvez tomber sur des personnes qui sont décédées, des choses horribles, comment vous réagiriez face à ça? C'est une vraie question. Ouais, c'est une vraie question. Mais là, j'étais là et j'ai dit, j'étais honnête, je lui ai dit, mais écoutez, je peux pas vous mentir, je peux pas savoir comment je vais réagir, j'ai jamais vu de choses dures dans ma vie, je pourrais pas vous dire. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis quelqu'un quand même de posé. Et face à quand il y a quelque chose de compliqué, je pense à quand même avoir tendance à prendre du recul sur la situation et pas m'affoler, parce que je suis pas quelqu'un qui m'affole, ça c'est vrai. Par contre, ça je le savais intérieurement. J'étais le plus cohérent et honnête possible. Le plus toi en fait. Ouais, j'étais moi-même. Franchement, j'ai pas joué un jeu, rien. De toute façon, c'est pas ce qu'il faut faire en vrai, ça sert à rien parce que ça se voit tôt ou tard, et puis même toi tu gagnes rien à faire ça parce que non. J'étais retenu. Donc j'ai réussi mon truc de Marseille, et puis après c'est parti, j'ai intégré le 6 juin 2017 le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Donc là j'ai démarré mes classes, et puis après une fois que tu valides tes 4 mois, boum, caserne, et c'est parti. Parce que là, je pense que t'as fait une bonne intro, on peut se faire une pause là déjà. Vas-y, carrément. Vas-y. Petite pause. Comment tu as senti déjà la première là? Bon, en vrai, ça va. Ça a coulé tout seul. Puis je te dis, nous, la proximité qu'on a de base, c'est une discussion que je pourrais avoir genre en soirée normale avec quelqu'un, tu vois, genre. Bah oui. Pour moi, c'est naturel, tu vois. Vite fait, la dernière fois que tu t'es calé avec quelqu'un et t'as poussé la discussion comme ça, c'était quand? 1 mois. Ok. Ouais. Pas autant que ça quand même, mais parce que là, évidemment, on va plus en profondeur. Après, il y en a que tu peux voir plus ou moins souvent, forcément. Tu vois, même nous, on est restés proches, mais des fois, on a des vies différentes, donc on peut pas tout le temps se capter. Mais après, on trouve le temps. Ouais, exactement. C'est ça, en vrai, clairement. C'est juste trouver le temps, en vrai. C'est important de trouver le temps pour ses potes. C'est bête, hein, dit comme ça, hein, mais c'est vrai. En vrai, ça peut faire phrase bateau, mais elle est tellement vraie, cette phrase. Surtout que tes amis, c'est vraiment quelque chose que tu peux, pour moi, c'est vraiment important. C'est aussi quelque chose qui a conditionné mon retour, mais je t'en parlerai ultérieurement si tu veux. Peut-être de Marseille, ça a joué aussi. Mais ouais, non, pour moi, les amis, j'y accroche une importance parce que c'est des gens que tu peux garder techniquement toute ta vie. Je suis pas croyant, mais je remercie le ciel parce que sans ça, j'ai de la chance, c'est vrai. J'ai été bien entouré, que ce soit ma famille ou mes amis. Ça, c'est cool déjà. Vas-y, tu sais quoi? Tu vas me reprendre Marseille et après tu vas me faire le lien avec l'amitié. Ouais, vas-y, ça roule. Marseille, comment ça s'est passé? Le 6 juin 2007, j'ai intégré le bataillon. Donc là, je suis arrivé, t'arrives le premier soir, t'es là, tu gardes ta voiture à Saint-Mandry, tu connais personne, tu sais pas où t'es. Il y a une semaine avant, je suis en train de regarder les Simpsons, en train de manger mon pot de Nutella à la cuillère, et là t'arrives, tu fais ouf, t'es perdu. J'avais mon pactage, je me rappelle bien de cette première soirée où je suis arrivé, les grands bâtiments et tout. Tu commences à voir un peu des mecs qui arrivent comme toi, qui ont l'air un peu paumés, tu commences à discuter un peu avec eux, ah bah moi aussi et tout.
Et puis là, tu te rends compte, bah, c'est avec eux que tu vas être. Et après, on est parti sur Marseille. Donc, à l'école de la Parette. Donc là, c'est l'école des marins-pompiers. Et c'est là où, en gros, on a suivi toutes nos formations, pompiers et militaires. Parce que nous, on avait, tu sais, on a la double casquette. T'es dans la marine nationale. Donc, t'es militaire spécialisé pompier. Marin-pompier de Marseille. En vrai, on fait que du pompier. On tire pas à l'arme et tout. On l'a fait pendant nos classes. Mais on fait que du pompier. Parce qu'à Marseille, il faut savoir qu'il n'y a pas de pompiers pro. C'est comme Paris. C'est 2 sections militaires. Donc à Paris, c'est la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, l'armée de terre, et nous, c'est le bataillon des marins-pompiers de Marseille, la marine nationale. C'est juste une appellation, mais sur le fond du truc, c'est le même travail, hein, c'est la même chose. C'était une expérience incroyable. Ça te fait tellement prendre en recul sur par rapport à ce métier. Tu développes des choses, tu vois des choses, tu rencontres des gens où le côté humain, il est important, tu vois. Moi, je suis arrivé, je te dis, ma première caserne, c'était Saint-Pierre, donc c'était quand même une grosse caserne du centre-ville de Marseille. J'avais 19 ans, donc j'étais un des plus jeunes. T'arrives et t'es là, tu fais ouais. Là, ça, je vais pas rigoler tout de suite parce que là, ben, t'es plus chez papa maman, tu dois te débrouiller tout seul. Déjà pendant les classes, je l'avais vu, hein, il y a personne qui vient d'aider. Si ton polo est déchiré, tu te débrouilles pour le recoudre. Hein. C'est pour ça qu'on t'apprend à coudre, à repasser, et t'apprends plein de choses. Et puis après, bah, t'arrives dans un milieu, bah, t'imagines, c'est militaire, c'est pompier, donc t'es dans un milieu très déjà testostéroné, très masculin, c'est très viril. C'est pompier, il y a beaucoup de moi-je. Bombage de torse. Ouais, bombage de torse, exactement. Toi, t'es là, t'arrives, t'es jeune, bah, tu dois trouver ta place. Clairement, c'est ça. Franchement, je faisais pas le malin. Hein. T'avais tout le temps un rapport de force à respecter. T'avais toujours un rapport de force. Dans plein de taf, il y a des problèmes, mais dans celui-ci, c'est compliqué parce que tu fais des gardes où t'es fatigué. Moi, j'étais souvent sur l'ambulance, c'était une grosse caserne, ça sortait beaucoup. Tu vois des choses qui sont pas évidentes. Donc, t'as une fatigue émotionnelle, psychologique, physique. Entre guillemets, c'est des métiers où t'as pas le droit à l'erreur. Ou alors, t'as une marge d'erreur qui est extrêmement réduite, ce qui est normal. Mentalement, faut vraiment être costaud, tu vois. C'est pas évident. Le début a été très dur lié à tout ça. T'as des moments où j'ai vu des mecs se faire parler comme des chiens, hein, où on te rabaisse, où, tu vois. Et en fait, cette mentalité-là, moi, je l'aime pas. Parce qu'en fait, à force de dire à un mec qu'il est nul, il finit par le penser. Alors que le mec, il est pas nul. Il a du potentiel. Et je parle pas que de moi, je parle pas de moi, là. Hein. J'ai vu des choses par rapport à des mecs qui étaient bons. Et pas que chez les pompiers, mais dans plein de taf, même à l'école, hein. Je veux dire, c'est pareil pour tout. Et en fait, le mec, à force de le rabaisser, bah, il va perdre confiance en lui, il va finir par le penser. Et à la fin, il va faire connerie sur connerie, tu vois. Et moi, ça, par contre, je l'ai déjà vécu aussi. Tu pouvais faire des erreurs, mais tu vois, il allait pas être là à te dire, bah, écoute, t'as fait ça comme erreur, vas-y, il faut que tu te remettes en question. Tu repars sur le bon pied, tu referas pas la même erreur, tu vois, ou des petits trucs pas très graves. En fait, c'était un peu ce que j'avais ressenti en maths aussi des fois, c'est-à-dire que on va pas t'expliquer. Moi, quand je suis arrivé, par exemple, c'est tout bête, il y a personne qui m'a pris en main. C'est simple. J'étais sur un petit contrat d'1 an, j'étais le petit Thomas, le petit Gomez qui arrivait, j'avais voilà, 19 ans, et après on te met direct sur l'engin et tu pars. Je te donne l'exemple de l'ambulance, ça part de là. Tu fais des inters, tu reviens, bah t'as utilisé du matos, faut que t'ailles, on a ce qu'on appelle une infirmerie où tu reprends le matos pour remettre l'inventaire comme il faut, pour remplir l'ambulance, pour être nickel, avoir le matos nécessaire en cas d'inter. Bon. Sauf que des fois les interventions s'enchaînent. Donc des fois t'en fais 1, 2, 3, ça peut arriver que t'en fasses 5, 6 sans rentrer en caserne. Donc là ton stock il se vide un peu, puis quand t'arrives t'as encore plus de trucs à faire. Il faut aller vite avant que ça ressonne. Le problème c'est quand t'arrives et tu sais pas où sont les trucs, ça peut paraître bête, mais tu sais pas, moi la caserne je la connais pas. Du coup tu cherches, tu demandes, tu passes pour ce qu'on appelle à Marseille un villier, c'est en gros, pour être vulgaire, ça veut dire un sgeg, une bite, avec l'accent marseillais, tiens, villier! Le chef, il te voit en train de galérer, et ben direct, il va te cataloguer dans ta tête en disant, bah lui, il est perdu, il est nul. Et après, les gens autour de toi, qui te connaissent même pas, pensent que c'est ça. Et du coup, c'est très dur, parce qu'après, il faut que tu fasses doublement tes preuves pour rattraper ça. Mais toi, au fond de toi, tu trouves ça très injuste, parce que tu te dis, mais en fait, s'il y avait quelqu'un qui avait juste pris le temps de m'expliquer, un tout petit peu me montrer où était le local, machin, etc., c'est tout bête. Et après, ça se généralise à tout. Il y a un exemple tout bête, c'est j'ai interviewé une sage-femme. Ouais. C'est-à-dire que des fois, elle est dans une situation et on lui dit, ben, il faut que tu récupères ce médicament, t'ailles le chercher tout de suite. Mais si tu sais même pas où elle est la réserve. Dès qu'elle avait un peu de temps, elle allait dans la réserve et elle devait mémoriser tout ce qu'il y avait. C'est pour ça que plus tard, quand moi j'ai évolué, quand il y avait des nouveaux qui arrivaient, que je pouvais, on me disait bah écoute, essaie de le prendre en charge, etc. Et ben j'ai essayé de faire aux autres ce que moi on n'a pas fait pour moi. Tu vois, ce côté empathique et humain pour moi c'est le principal. Et encore plus dans ces tafs-là, le côté humain il y est pas assez. Alors que finalement c'est paradoxal parce qu'on te dit bah c'est un métier d'unité, c'est un métier de pompier. Tu dois pouvoir être avec les autres en fait. Tu dois pouvoir compter sur les autres. Et moi par exemple je trouvais pas ça normal quand je montais sur le fourgon, le mec qui était à côté de toi ne connaissait pas ton prénom, rien que le prénom. On part sur une grosse inter, ça peut être potentiellement le mec qui peut te sauver la vie ou que toi tu peux avoir besoin de lui. Faut qu'il y ait un minimum de confiance. Et le mec, enfin,
connaît rien de toi. Et ben, désolé, dans un métier comme ça, je trouve pas ça normal. Après, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, des bons chefs, s'il y en a qui regardent, ils se reconnaîtront. Et vraiment, moi, j'ai vécu cette sensation d'être content d'aller travailler, tu vois. Je suis allé à Lumini. D'accord. Donc là, la caserne où je suis resté le plus longtemps, donc vers les Calanques à Marseille. Et là, bah, c'était incroyable. Il y a une fois où vraiment ça avait été compliqué. Je me suis dit, tiens, franchement, j'ai jamais lâché. Mais c'était la seule fois où je me suis vraiment dit, vas-y, demain, je vais dans le bureau du chef de centre, je rends les clés, je rentre chez moi, tu vois. Bon, je vais pas en rentrer trop dans les détails. Mais bon, c'était une inter un peu compliquée par rapport à un enfant qui est décédé et tout ça. Donc, ça faisait 3 semaines que j'étais là. Donc tu vois, t'es confronté face à une inter comme ça. Au standard, t'as un ordre de mission qui tombe, qui t'explique pourquoi tu pars. Donc nous, c'était enfant de 3 ans, crise d'asthme, je sais plus ce que c'était marqué, ou affection respiratoire. Et je me rappellerai toujours. Tu sais, je prends mon sac de secouriste à l'arrière de l'ambulance, dans la cellule, et là, t'as une nana qui arrive en hurlant. Et en fait, elle me jette son enfant, mais vraiment littéralement dans les bras, il était bleu. On commence à le masser, tu le masses 20, 30, 40 minutes. Et en fait, bah, tu vois, l'enfant, il est là, et il est parti, tu vois. Donc, elle te regarde, et t'es là, tu fais non, tu vois, c'est terminé, j'ai 19 ans. T'as le papa qui est là, qui veut nous taper, il fait ouais, bande de fils de pute, pourquoi vous arrêtez de masser et tout. Mais c'est normal, tu vois, ils sont en détresse émotionnelle, ils perdent leur enfant, tu vois, c'est viscéral. Tu vois ça, tu fais, est-ce que je vais tenir ça, tu vois? En fait, indirectement, tu le prends pour toi. Ouais. Parce que c'est toi qui t'es dessus, tu dis, les mecs, ils disent non, t'as fait ton taf, t'as rien à te reprocher, parce que t'inquiète, hein, si tu fais de la merde, ils vont te le dire. On avait fait ce qu'on avait à faire, parce que je suis pas tout seul, on est 3, hein. Puis après, il y a une ambulance de réanimation qui arrive, pédiatrique, tout ça, bon, il y a du monde. Tu vois, je me rappelle bien cette sensation, je me suis assis, au cul de l'ambulance, le soir, c'était genre 2h du matin, et je me suis dit, ouais, est-ce que je vais tenir? Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que ce métier, je vais avoir la capacité émotionnelle et le mental pour tenir ce choc? J'ai pris du recul par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des inters très durs, j'en ai fait d'autres, hein. Ton corps, enfin moi, mon corps, il fonctionne comme ça. T'as l'impression, pas d'être bourré, mais genre, t'es en recul. C'est-à-dire que tu fais ton taf, tu sais ce que t'as à faire, tu vois des trucs où t'as pas été du tout conditionné pour ça. Même la console, t'as pas vu des trucs comme ça. Et là, t'es obligé de prendre du recul sur ça. Donc, sinon, tu te protèges pas. Et après, voilà, après, c'est beaucoup de pompiers. Il y en a qui ont beaucoup plus d'expérience que moi et qui ont vu beaucoup plus de trucs difficiles que moi. Attention, je parle à mon échelle. Hein. Mais voilà, des fois, tu peux avoir des flashbacks la nuit. Tu peux avoir des crises. Tu peux avoir des moments. Moi, je discutais avec des collègues. Il y en avait, ils avaient des crises d'angoisse. Genre, ils se réveillaient la nuit, ils transpiraient, il était en panique, il était comme ça dans le lit. Il était comme ça, tu vois, alors qu'il y avait rien, tu vois. Mais parce que ça, c'est des trucs qui sont intérieurs à toi. En fait. Il y avait personne autour de moi qui pouvait comprendre ce que j'avais vécu. Alors, tu vois, l'inter là que je t'ai parlé, par exemple, ça, je t'en parle avec le recul, mais par exemple, la première année, j'en aurais pas parlé. Je vais en parler aux gens, ils vont comprendre, tu vois, ma maman, qui a de l'empathie, tout ça, elle va comprendre, ça va la toucher, mais ils ont pas vécu, ils ont pas vu ce que t'as vu, tu vois. Ils vont l'entendre. Voilà, ils vont l'entendre, mais ils peuvent pas le comprendre. En fait, c'est vraiment cette sensation de vivre quelque chose comme ça, et là, tu te sens très seul, parce qu'en fait, finalement, personne peut vraiment t'aider. Alors après, évidemment, attention, le bataillon, tu pouvais avoir des cellules psychologiques qui étaient mises en place. Moi, j'ai jamais fait parce que j'ai réussi à me gérer, je pense, en toute honnêteté, très humblement, hein, sans faire le mec costaud ou quoi. Mais après, moi, je trouve que les cellules psychologiques ou même aller voir un psy en général, si t'en ressens le besoin, exactement, vas-y. Mais après, tu peux aussi avoir la mentalité en mode je veux réussir par moi-même et tu tentes ta chance. Ouais, alors après je pensais un peu comme ça au début, mais avec le recul, je suis pas sûr que ce soit la bonne situation parce que il y a des fois où tu peux pas te permettre de faire ça. En fait, ce métier-là, t'es obligé d'être capable de prendre les bonnes décisions dans un laps de temps réduit avec une pression monstrueuse sur les épaules. Être à 100%. Voilà. Et peu importe ce qui se passe. Et là, il faut que tu sois capable de gérer la pression. Si t'es pas capable, t'as pas le mental, c'est pas possible. Tu peux pas te permettre, entre guillemets, d'essayer de te dire, ouais, je prends le risque je parle pour moi, je peux pas me permettre de partir sur une inter avec un mec, il va bugger. Parce que ça, c'est déjà arrivé qu'il y a des mecs qui se tétanisés. Ouais. Il peut plus rien faire. T'es coincé parce que tu dois gérer lui. Tu dois le gérer lui en plus de l'intervention et ça te fait une personne de moins alors que t'as besoin de lui parce qu'en fait, nous, on a tous nos postes prédéfinis. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire pour que l'intervention se déroule bien. Alors après, évidemment, t'as la partie théorique et la partie pratique. Ouais, mais un handicap, un mec en moins, tu peux pas te permettre de faire ça, voilà. Sur une grosse inter, tu peux pas. C'est compréhensible, les gens qui disent, je veux gérer ça par moi-même, mais il faut que t'assumes que là t'as des vies en jeu. Voilà, là tu peux mettre. C'est pas un pari. En fait. Voilà, c'est pas un pari, c'est ça. Tu peux pas te permettre de dire ouais, pour un pari, je vais potentiellement mettre en jeu la vie de gens ou même de mes propres collègues parce que je te dis si le mec se tétanise, c'est un gros handicap. Tu fais un gros feu au 12e étage, j'en sais rien, tu montes dans les étages ou en ambulance, peu importe, je te parle souvent de l'ambulance parce que c'est
Les pompiers, 80% des interventions, c'est de l'ambulance. Hein. Tu peux pas te permettre de gérer ça si le mec déjà il est comme ça. Faut que tu le gères. Lui, je vais me répéter, mais voilà. Voilà. Après moi, quand j'ai fait ça, c'est vraiment parce que je me connaissais, je savais ce que j'étais capable de faire ou non, et je connaissais mes forces et mes faiblesses. Ça, j'avoue, sur ce côté-là, j'avais la chance de savoir les points où j'étais pas bon et où il fallait que je m'améliore, les axes d'amélioration, et où les points où j'étais pas capable. Si y a un truc que je suis pas capable de le faire, je vais pas le faire. Ouais. Je suis pas, en vrai, tu me connais, je suis un mec joueur, j'aime bien, je peux prendre des risques, mais des risques mesurés. Ouais. Mais des risques mesurés. Il y a des fois des trucs que je vais pas tenter. C'est un exemple qui a rien à voir avec les pompiers, mais tu vois, on parle de ski. Très humblement, mais j'ai un bon niveau de ski. J'ai la chance d'avoir bien des skis petits et tout. Une fois, je suis parti avec des potes au ski. Tu vois, sur le groupe, je pense que je devais être celui qui avait le meilleur niveau. À un moment, il y avait un hors-piste. Et les mecs pouvaient partir. On s'était pas renseigné auprès des pisteurs, rien, on connaissait pas trop. Je dis, les gars, venez, on n'y va pas, on sait pas. Et les autres, ils m'ont dit, ouais, tranquille et tout. Après, je peux pas les retenir, les ceinturer et tout. Bon, moi, j'ai dit, ben, désolé, j'y vais pas. Je suis le seul qui a fait demi-tour parce que je le sentais pas. C'est bien, c'est passé, hein. Mais tu vois, ce prise de risque-là, je le ferai pas. Les gars, je suis pas capable, tant pis. Tant que c'est pas de 10 sur 10. Ouais, ouais, c'est ça. Et moi, je préfère ça. Je préfère un mec comme ça et ça me rassure. Au moins, je sais que le mec, il est rationnel et il sait ce qu'il est pas capable de faire. Ce qui fait que si demain, il vient avec moi, et je parle notamment du pompier, sur une interne, il dit, viens, on y va. Je sais qu'il va être là, que je pourrais compter sur lui, même dans un moment compliqué. Et ça, t'en as besoin. En tant qu'équipier, en tant que chef, en tant que ce que tu veux. Et j'ai envie de te raconter une petite anecdote. Vas-y. Genre, c'est une anecdote, je sais même pas si je la couperai, mais on verra. Je suis à l'Hippopète. Ouais. Tu connais l'Hippopète? Oui, je connais. On est en train de jouer au billard. Je suis en train de jouer avec 2 potes à moi. Et à un moment, il y en a un de nous 3 qui va aux toilettes. Et il reste devant la porte. Nous 2, on le regarde en mode, bon, ben, il y a sûrement quelqu'un, tu vois, donc on continue à jouer, etc. Il essaye d'ouvrir la porte et de la pousser. Et ça résiste, tu vois, ça résiste vraiment. On se dit, bon, c'est fermé. Et d'un seul coup, la porte, elle s'ouvre doucement et il y a personne dedans. Et là, moi, je regarde, je regarde mon pote, d'où il arrive pas à ouvrir une porte là. Et tu sais, et là, je le sens, je le vois dans la tête de mon pote qui est en train de lâcher, en fait. Et en fait, avant même que ses genoux lâchent, et ben, en fait, j'étais déjà en train de partir vers lui. Et quand il est tombé au sol, tu vois les glissades qu'elle offre sur les genoux. Ouais. Quand il est tombé au sol, je l'ai intercepté, je l'ai mis en PLS directement, mon pote il était comme ça. Ouais. Tu sais, l'autre il était... Il savait pas quoi faire, il savait pas comment réagir. Ouais. C'est normal parce qu'il est sur la surprise. Tu fais quoi? Va voir le barman, demande de l'eau, là il bouge, parce que c'est bon, là il a eu un ordre, là il a eu une action. Ouais. Tu vois, mais sauf qu'en fait, si je lui avais rien dit, il serait resté comme ça. Donc, ce qui peut se comprendre aussi. Ce qui peut se comprendre. Tant que t'as pas un objectif et que t'es sur le cul, eh ben, il a été tétanisé. Je l'ai mis directement en PLS, je l'ai retourné, je vois que mon pote, il est en train de vomir, je suis en mode, il est en train de se passer quoi, là? Genre, vraiment. Et surtout si t'es pas habitué, en plus. Voilà. Et en fait, moi, je me dis, mais il faut le voir quand même. Et du coup, c'est là ma question, c'est, est-ce qu'à un moment, il y a eu ce regard-là, t'as eu un instinct de quelque chose qui allait mal se passer? Ouais, oui. Un truc qui s'est déclenché comme ça et que tu t'as su réagir avant que ça se passe. Pas forcément, mais t'as été rapide en tout cas. Ouais, alors après, on essaie toujours d'être rapide. Oui, je sais. Mais c'est tout bête. Une fois, c'est pareil sur l'ambulance, on part pour une dame. Bon, elle avait 65 ans. Elle avait fait un petit malaise, mais ça allait, tu vois. Et on est arrivé. Elle nous a accueillis, elle nous a servi le café et tout. Ouais, franchement, elle a dit, écoutez, j'ai juste une petite montée de tension et tout. Bon, donc moi j'étais conducteur d'ambulance à ce moment-là. Il y avait le chef. Et puis le secouriste, tu vois, il arrive, il lui met sa petite tension, on lui met la SAT pour prendre, tu sais ce que c'est, voilà. Et tout va bien et tout. Je sais pas, elle était quand même pâle. Mais sur le moment, tu sais, elle était cool, mais bon. Et d'un coup, moi, tu sais, en général, on essaie quand même de faire attention, mais c'est vrai que là, tu te relâches un peu la vigilance. Et là, d'un coup, elle nous parlait normal, hein, comme là, il fait beau et tout. D'un coup, plus de son, plus d'image, boum, arrêt cardiaque. Donc, le cœur s'arrête, forcément. Donc là, on a massé, elle est repartie, hein. Évidemment, c'est pas relevé en faisant un check, hein. Mais bon, voilà. Après, on a une AR, une ambulance de réanimation qui est arrivée. Voilà, elle a été transportée et tout. Donc, cette dame, la chance qu'il y a eu, c'est que nous, on était là. En fait, les arrêts cardiaques, la plupart des gens, on n'arrive pas à les ramener parce qu'on n'est pas là de suite le temps qu'on arrive. En fait, c'est sûr, quelqu'un tombe en arrêt devant toi, tu peux le masser direct, mais très souvent, t'arrives, tu sais pas depuis combien de temps il est en arrêt, etc. Et des fois, c'est compliqué, tu vois. Donc là, on était juste devant, donc voilà. Mais tu vois, cette dame, c'est tout bête. Ça m'avait surpris parce que c'était une des premières fois où j'avais vraiment quelqu'un qui parlait normal. Puis d'un coup, boum, par rapport à ton pote dans mon anecdote, nous, on est formés pour ça, donc on est censé savoir comment réagir. Mais c'est vrai que quelqu'un comme ton pote, qui n'est pas pompier, qui est extérieur à ça. Mais après, moi, je trouve que c'est limite, je comprends, tu vois. Ouais. C'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. Ne serait-ce que moi, j'ai pu être réactif.
On n'est pas des machines, hein, malheureusement. Tout mec qui te dira le contraire, non, mytho. Les pompiers, je les entendais parler. Ouais, moi, machin. Arrête, frérot, t'es obligé, t'es pas un monstre. T'as forcément un cœur qui palpite. Après, on a plus ou moins de l'empathie, ça, ok. Il veut faire le mec, mais tu ressens forcément les choses. Les choses te touchent forcément. Celui qui dit que ça te touche pas, c'est un menteur. Laisse tomber. Moi, et il y a aussi ceux qui te disent, moi, j'aurais réagi comme ça. Ouais, alors ça c'est une phrase. En vrai, pour moi, c'est une phrase de collégien. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en vrai, ça me rappelle les mecs, tu sais, quand ça s'embrouillait, ça se battait. Moi, j'aurais fait ça, j'aurais fait nanana. Ouais. Tu sais, pour moi, ça me fait penser à ça. Moi, j'aurais fait ça. Arrête. T'y étais pas. Ouais, t'y es pas. En fait, quand t'es pas devant, tu le vis pas, tu ne peux pas savoir. Même moi, je suis le premier à le dire. Bah, moi, je sais pas. Comme j'ai dit à la psy, si vous retrouvez ça, bah, honnêtement, j'en sais rien. Totalement. Moi, j'aurais fait ça. C'est facile de dire, moi, j'aurais fait ça. En théorie. Mais la pratique, c'est pas pareil. Quand t'es face à la situation, c'est pas évident. Ce taf me passionne pour ça parce que ça permet de relativiser sur plein de choses dans la vie. Ça permet de prendre du recul sur beaucoup de situations. Après, ça peut être un piège aussi. Des fois, tu peux, entre guillemets, sans le vouloir, dire que rien n'est grave. Et ça a été des sujets que j'ai pu avoir avec mes copines, etc. Par exemple, si on avait un problème dans le couple ou autre, je pouvais dire c'est pas très grave, mais en fait, il y a toujours plus grave dans la vie. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, mais c'est pas pour autant que les problèmes à ton échelle ne te touchent pas. Il faut pas sous-estimer les problèmes des gens. Je voulais tellement tout le temps relativiser que finalement, des sujets qui étaient peut-être pas graves pour moi, mais pour la personne, pouvaient l'être et la toucher et l'impacter. Totalement. Et ça, c'est un tort que j'ai eu à une époque. Tu sais, tu pousses le bail à son paroxysme. Ouais. La Terre dans l'univers, c'est pas grand chose. Mais sauf que ton problème dans l'univers, c'est pas grand chose. Mais pour toi, pour toi, ça te casse les couilles. Pour toi, voilà, il est là ton problème. C'est vraiment là. Voilà. Et donc, gros, ouais, peut-être il y a plus grave, mais sauf que ça veut pas dire que là, ça t'affecte maintenant. C'est ça, exactement. Est-ce que ça a déformé ta vision des choses? Il y a quelques jours, on m'avait posé une question anonyme, et en fait, on m'avait dit qu'il faudrait que je pose une question à quelqu'un, de savoir comment il a vécu, quelqu'un qui a frôlé la mort. Et en fait, moi, j'ai dit que pour moi, il y a deux manières. Il y a celui qui a frôlé la mort en tant que victime, en tant que personne, tu vois, et celui qui la voit souvent et qui travaille. Ouais, en vrai, j'ai vécu les deux, malheureusement. Et donc, c'est pour ça, là, je me suis dit, ben, ce serait peut-être une question que je devrais te poser directement à toi, tu vois. Genre, est-ce que, justement, ce métier, ça t'a changé ta vision des choses? Déjà, ça t'a fait évoluer en tant qu'humain. Ouais, en vrai, en tant qu'homme, ça m'a fait évoluer. Je pense que ça m'a fait prendre en maturité, surtout sur le relationnel humain, parce que c'est très important pour moi. Je pense la priorité, c'est ça. Voilà, c'est mon avis. Après, moi, je mets vraiment le relationnel humain en priorité. Ça m'a permis de mieux me connaître, de connaître les autres et de grandir intérieurement. Alors après, je suis toujours aussi con. ça va pas changer. Hein. Mais non, mais en vrai, voilà, ça permet de prendre du recul et notamment, en vrai, ça m'a beaucoup servi quand j'ai eu mes petits problèmes perso, que ça a pu être des déboires amoureux, comme plein de gens. Attention, hein, de prendre du recul sur beaucoup de choses et de pas m'écrouler à des moments où j'aurais pu, où j'avais beaucoup de choses qui arrivaient en même temps. Ce qui fait que je resterai toujours attaché quand même au bataillon à Marseille. Marseille, même si c'est une ville que j'ai voulu quitter parce que j'ai voulu revenir ici, j'en parlerai un peu après si tu veux. Mais voilà, c'est une ville qui m'a permis de me développer en tant qu'homme là-bas, où j'ai vécu des choses fortes. Ça n'a pas changé totalement ma vision des choses, mais ça m'a un peu endurci, je pense, sur certains points, et surtout de relativiser. Ouais. Là, t'as souligné aussi que toi, t'as frôlé la mort. Donc, en tant que pompier, je pense qu'il y a 1001 façons qui peuvent arriver. Ouais. Et est-ce qu'il y a une situation où tu t'es dit, là, vraiment, c'était chaud? Pour toi? Ouais, il y en a quelques-unes où c'était chaud. Ouais, après c'est un peu long à expliquer, mais il y a eu quelques inters où t'es là, tu fais bon, ça pue un peu du cul quand même, va falloir pas trop traîner. J'ai ressenti cette sensation de me dire, je vais peut-être pas rentrer chez moi. C'est bizarre, hein. C'est un truc, t'entends les gens le dire dans les films, dans les reportages, où les vieux pompiers qui ont 30 ans de carrière et tout, tu les entends dire ça, mais tu sais pas ce que ça fait. Mais là vraiment j'ai eu peur. Je me suis dit, l'importance de se dire, ça se peut, ce soir je dors pas dans mon lit. On oublie des fois que tu dis, tu fais un métier quand même à risque, et en fait, malheureusement, t'as un pourcentage de chance de ne pas rentrer chez toi. Minuscule, mais il existe. Ouais, il existe, ouais. Voilà. Et là, ça m'a rappelé ça. Et cette sensation de dire, je vais peut-être pas rentrer chez moi, ça calme, hein. T'as 22 ans, tu te dis bon, ouais, cool. J'ai envie de rentrer. J'ai envie de rentrer, regarder les Simpsons, Malcolm et manger du Nutella. Là, le pot, je suis rentré dans le caserne. Et du coup, voilà, l'inter en soi, du coup, elle s'est bien finie en soi. Ouais, bah oui. Mais il y a eu un moment de stress. T'accumules sur 5 ans, tu vois. Après, je peux pas tout expliquer parce qu'il y en a eu d'autres. C'est normal. Mais
Mais voilà, puis je veux pas faire le SARS, comme on dirait, l'ancien qui a tout vécu. Non. Là, quand je parle, c'est très humblement. Mais je fais gros, pas. moi, c'est justement, moi, je te pose des questions, c'est pour ça. Ça, c'est pour ça que c'est très, en vrai, c'est marrant qu'on fasse cette vidéo, etc., parce que ça me permet un peu d'expliquer des choses que je vais pas forcément expliquer à tout le monde parce que c'est pas super évident. Mais ça, du coup, ça a une influence sur l'entourage aussi. ouais, ça a forcément une influence sur l'entourage, et là où ça a été le plus compliqué, c'est quand, forcément, bah, du coup, je vais arriver sur ça, quand j'ai quitté Marseille. Du coup, moi, j'ai voulu quitter le bataillon, parce qu'en fait, j'ai fait mes 5 ans, et en fait, on m'a proposé, je devais aller au chef d'agré, donc pour être chef, on m'a proposé un contrat de 7 ans. Et si tu veux, moi, la vie à Marseille, je me suis jamais vraiment fait. C'est-à-dire que, autant Marseille, pour moi, c'est une très belle ville, mais le Sud, ils vivent toute ma vie, ça m'engage que moi, c'est pas mon but. Je cracherai jamais sur le bataillon, je cracherai jamais sur Marseille, parce qu'aujourd'hui, si là, je vais avoir une place en pompier pro, j'espère que ça se passe bien, c'est grâce à eux. C'est grâce à ça, c'est grâce à eux que j'ai pu avoir des permis poids lourds, que j'ai pu avoir mon CV que j'ai développé, tout ce que j'ai appris sur les autres, sur moi-même, tout ça, c'est grâce à Marseille et grâce au bataillon. Donc ça, je cracherai jamais dessus. Mais par contre, aujourd'hui, oui, vivre dans le Sud, c'était pas ma tasse de thé. Moi, pour moi, je privilégiais mon confort de vie. Moi, je voulais ma stabilité de vie, que je voulais maîtriser mon destin. Alors après, c'est une prise de risque que j'ai faite. Et c'est vrai que ça a été un long débat que j'ai pu avoir notamment avec mes parents, mon entourage. Est-ce que tu fais bien de partir de Marseille? Est-ce que tu fais bien de quitter un taf où t'es stable, un taf où bah on propose un avenir? J'avais un salaire qui était quand même correct, j'avais beaucoup de vacances, j'avais un taf où j'étais valorisé, c'est vrai, hein, on va pas se mentir, pour prendre le risque de rentrer à Saint-Étienne et de n'avoir rien derrière. Tu vois, ça, c'était un long débat avec mes parents. Moi, le débat, il est pas si long que ça. Ouais. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, dis-moi ton point de vue. Je t'expliquerai après, moi, le point de vue que pouvait avoir... Ton essence te rappelle à Saint-Étienne. Tu vois ce que je veux dire? J'avais besoin de revenir ici, moi. T'as envie de revenir ici. Gros, si ton cœur, il te dit de revenir ici, reviens ici. Après, moi, le débat que j'ai eu, et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre, moi, il y a eu une prise de recul qui a été énorme sur ça. C'est-à-dire que j'ai passé tellement de temps à en parler aux gens autour de moi. Moi-même, tous ces soirées, ces moments où j'ai pensé à ça. Est-ce que je fais le bon choix de vie? Parce que, sans faire le vieux, mais tu vois, ça fait 1 an que j'ai quitté Marseille, donc là j'ai eu 26, je venais d'avoir 25. 25 ans, t'as plus 18 non plus, tu vois, petit à petit tu te rapproches de la trentaine et tu dis bon ben voilà, maintenant c'est les années importantes, est-ce que je fais le bon choix? Mais c'est ce que j'ai dit à mon père, je dis ok, c'est quoi la solution? Je te fais voir le truc d'un autre côté, tu préfères que je reste dans un endroit où je suis 100% sûr que je vais pas être heureux, ou que je prenne un risque mesuré avec des projets derrière, hein. Je suis pas parti sans rien, il y avait quand même un cheminement derrière, une argumentation, tout ça derrière, pour m'octroyer la chance d'être heureux à 100% chez moi. Eh ben, je lui ai fait comprendre que j'ai préféré faire ça. Tu peux trouver 1001 raisons de rester à Marseille. Ouais. Mais tu t'en trouveras 1002 de rentrer à Saint-Étienne. C'est ça. Et puis, dans tous les cas, ça m'empêche pas de descendre à Marseille régulièrement. Ça me manque, hein. Moi, quand je redescends à Marseille, je suis content. C'est normal. Je suis content. Je vais voir les collègues en caserne. Je passe à Lumini. Après, j'étais vers Somati, au Sétis, tout ça. J'ai fait 3 casernes en tout. Je suis trop content d'y passer, tu vois. Pour voir les collègues, ça, je prends des nouvelles et tout. Ça, c'est Marseille. Je le garderai à vie. J'y descendrai régulièrement. Cette ville, je l'oublierai jamais. Mais, pour vivre et avoir ma stabilité tous les jours, il fallait que je revienne ici. Donc voilà, tout ce blabla et ce speech, j'ai essayé de le synthétiser au maximum. Je vais voir comment je vais faire, mais je vais le défendre. T'es rentré à Saint-Étienne, mais du coup après, là, on va développer ce qui s'est passé à partir de là. C'est ça. D'accord? Ça te dit petite pause? Pause, vas-y. Vas-y, allez. Voilà. T'es rentré sur Saint-Étienne. Ouais. T'as fait les 7 mois de chômage. C'est ça. Mais t'es parti d'un immobilier. Comment t'es parti de ce côté-là, en fait? En gros, bah là, pendant ces mois de chômage, en fait, moi, j'étais en constante recherche pour les pompiers. Donc, j'ai envoyé des CV, des lettres de motifs, des machins. Je suis allé passer des concours à droite à gauche. Bon, vu que c'est un milieu très fermé, il fallait être pompier volontaire. Moi, je l'étais pas avant. Les épreuves pour rentrer pompier volontaire étaient en novembre. Et si tu veux, je savais que j'avais mon oncle qui était dans l'immobilier. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, bah écoute, parle-moi un peu plus de ça, tout ça. Donc, on s'est vu, on a fait une petite réunion. Je me suis dit, j'ai 25 ans, pas de femme, pas d'enfant, pas de crédit sur les épaules, rien. Si je le tente pas maintenant, je le tenterai jamais. Et puis moi, je suis un opportuniste. C'est-à-dire que quand je peux tenter un truc, je vais le tenter. Alors après, c'est pareil. Calculé quand même, comme le risque. Mais du coup, j'ai commencé ma formation fin septembre. Et du coup, bah là, c'est le début de l'activité. Donc là, je suis auto-entrepreneur. Je suis à mon compte. Donc avec les avantages et les inconvénients qui vont avec. Niveau salaire, bah j'ai pas de limite. Ça dépend du nombre de ventes que je fais. Inconvénient, si je vends pas, j'ai 0. Donc c'est pour ça que j'ai combiné avec les pompiers volontaires. Le but, c'est de passer le concours pro. Du coup, vu que j'ai pas réussi à avoir place en passerelle, et c'est vrai que c'est assez fou que nous, on doive aussi repasser le concours, mais tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu, en novembre. Et le but, sur le long terme, c'est si j'ai le pro, c'est d'avoir mon concours pro, donc d'être pompier pro ici, et l'immobilier à côté en double activité. Voilà, ça, ce serait le top. Comme ça me ferait, j'aurais pas le stress de me dire si je vends pas, j'ai pas d'argent. Et bah c'est que du bonus et du bonheur en fait. Mais là vraiment du coup, moi ce que j'aime dans le Justin CAF,
c'est le délire où tu fais un peu une rétrospection de tout ce qui s'est passé, tu vois. Moi, tu fais une synthèse de ta vie, en fait. Là, si plus tard j'ai des enfants, tu vois, dans l'éducation que j'essaierai de leur apporter, eh ben, t'es quand même capable de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, si j'avais écouté la société, ce qu'on m'avait dit au début, ben, j'aurais été un bon rien capable de rien. Et en fait, t'es capable de faire des choses, tu vois. Et ça, je l'ai vu avec le recul. Quand je suis arrivé, personne n'aurait misé un sou sur moi. Personne. Et pourtant, je suis parti de Marseille, mais j'avais tous les diplômes que je pouvais avoir. Bosser quand il a fallu bosser. Quand je me suis trompé, je suis pas allé dire c'est la faute d'un autre, c'est la faute de lui, d'un tel. C'est ma faute, excusez-moi, je vais me remettre en question. Ça m'est déjà arrivé de faire des couilles en caserne. Une fois, on fait une manœuvre. Et tout ça, c'est en lien avec ce que je vais pour la conclusion, si tu veux. Et en gros, ce jour-là, on allait faire une manœuvre. Donc, on fait une manœuvre de la garde. Donc là, il y a tout le monde. Major, le chef de centre, l'adjoint, tout le monde. Et tout, et en gros, j'étais un peu à l'ouest. C'est comme si on me disait, ramène-moi le grille-pain et moi, je te ramène le frigo. Donc, j'ai ramené pas du tout le bon matos. Grosse erreur, je fais capoter la manœuvre. Les torts, ils sont pour moi. Et ben, tu vois, à la fin, je suis allé devant la garde. Donc, il y avait tout le monde. Je suis allé dire, bah, écoutez, les gars, je suis désolé, j'étais pas dans mon assiette aujourd'hui. Je m'excuse. Je vais me remettre en question, ça réarrivera pas. Tu vois, alors que des fois j'en voyais plein qui cherchent des excuses, ouais c'est la faute d'un tel. Non frérot, reconnais tes forces et tes faiblesses. Là c'était ma faute. Même je suis allé voir ce qu'on appelle le second maître de service, c'est celui qui en gros sur la garde gère un peu le planning de la journée. Je suis allé voir, je lui fais écoute, je suis pas trop en forme, je veux pas être un poids pour mes collègues, mets-moi en standard, sors-moi du fourgon. Il m'a dit y a pas de souci Tom et tout, parce qu'en plus je suis pas quelqu'un qui me plaint beaucoup, donc du coup il l'avait vu et il m'a dit ok, tu vois. Ça c'est un truc intéressant ce que t'as dit, c'est le fait d'assumer qu'il faut lâcher le volant. C'est exactement ça. Et c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait de les paris risqués. Ouais. C'est un peu la même chose. Moi, je sais quand il faut pas que j'y aille et quand j'en suis pas capable. C'est pas un aveu de faiblesse. Justement, pour moi, c'est une force. C'est-à-dire que le mec, il connaît, il sait ce qu'il est capable de faire. Parce que quelqu'un qui me dit ouais, j'y vais et à la fin il est pas capable, eh ben non, ça c'est de la faiblesse justement. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il se connaît pas sur ce truc-là. Voilà. Moi, il y a surtout le fait qu'il dit je suis capable. C'est peut-être ça aussi. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs fois où je me suis retrouvé avec des exemples où ça allait vite. Quand j'ai eu le poids lourd, derrière, la logique, c'est qu'on aille au code 2. C'est le diplôme qui suit. Moi, le code 2, si tu veux, ils m'y ont envoyé 2 semaines après. Mais et je me rappelle, et je suis allé voir le chef de centre, le major. Il m'aimait bien, en plus, hein. Et je lui dis, ben, major, écoutez, je voulais vous parler. Il y avait l'adjoint et tout. Et c'est pas évident de faire ça, hein. Je lui dis, écoutez, je vais être honnête avec vous, je me sens pas prêt d'y aller. Ça, je me sens pas d'avoir 5 mecs derrière dans le fourgon avec moi. Ça va trop vite. Ça leur a plu quand j'ai fait ça parce qu'ils ont dit bah il faut du courage pour reconnaître ça. Il y a un bail aussi parce que en fait j'aime bien appuyer sur ce point parce que là ça fait je crois c'est la 3e fois que j'appuie sur ce point. C'est le moment où tu es après le bac et que tu te dis c'est fini en fait. Tu vois. Mais en fait c'est pas fini. Ta vie elle est pas finie. Non, elle démarre. Tu vois ce que je veux dire. C'est paradoxal. Ta vie elle est pas finie quand tu te rates en fait. Ouais, tu vois. C'est ça. En fait il y a beaucoup de personnes qui sont paralysées par ça. En fait c'est cette capacité à rebondir et c'est ça qui est dur à trouver parce que cette capacité à rebondir tout le monde va pas l'avoir au même moment dans le laps de temps par rapport à l'échec. Moi la chance que j'ai eue c'est vrai c'est de rebondir vite et de pas me laisser abattre parce que j'ai refusé cette fatalité. Pour moi c'était pas une fatalité. En fait je me suis fait violence. Je me suis dit mais en gros, mes couilles, non, mais c'est vrai, je vaux pas moins que les autres. Pourquoi moi, Thomas Gomez, je serais en recul par rapport aux autres? Pourquoi ma vie va se dessiner dans ce sens-là? En fait, j'ai eu une rage qui est sortie en moi et c'est là que c'est parti. Et que j'avais les crocs, tu vois. Exact, mais moi, je fonctionne beaucoup à la frustration. Très souvent, quand c'est dur pour moi, et que ce soit, je te dis, hein, à Marseille, ou que j'ai des coups durs, ça peut être en amour, avec ta famille, au foot, quand t'es fatigué en match, des moments durs, et ben je repense à tous ces moments où j'ai galéré, où j'ai été dans la merde, où j'en avais marre, et ben ça me remet de la rage. Et j'ai les crocs, vraiment j'ai les crocs quand je fais ça, tu vois. Je voulais dire aussi par rapport, si plus tard j'ai des enfants dans l'éducation et je parle avec les autres, et ben c'est vraiment, on est capable tous de faire beaucoup de choses, sincèrement, vraiment, il faut pas se laisser abattre par ce que disent les gens. C'est vrai, t'es vraiment capable de faire plein de choses. En plus aujourd'hui, autant on peut critiquer la politique, l'État, le monde dans lequel on vit, ok on peut critiquer, mais il faut avouer qu'aujourd'hui on a la chance de vivre dans un monde où on fait beaucoup de choses dans une vie. Ouais. C'est fini l'époque quasiment où, comme nos parents, tu rentrais à 18 ans au boulot ou 25 ans après les études et tu faisais ça jusqu'à ta retraite. Ouais. Là, aujourd'hui, tu as plusieurs métiers dans une vie. Regarde, moi, rien à voir. Pompier, immobilier. Je connais plein de gens qui ont fait complètement des grosses bifurcations. Faut faire attention de pas s'éparpiller, je suis d'accord. Ouais. Mais si t'es pas trop con et que t'es motivé et que t'es volontaire, franchement, tu peux faire beaucoup de choses, vraiment. On peut peut-être être pris comme quelque chose de prétentieux quand je parle comme ça, mais non, en fait, c'est que j'ai tellement accumulé des critiques et des choses et pas que par rapport à moi, hein. J'ai vu des gens critiquer des mecs et j'étais témoin et j'ai vu les mecs s'en sortir 2 fois mieux que les mecs qui les critiquaient. Tous les mecs que j'ai vu se faire rabaisser alors que c'était des super gars. Depuis que je suis allé à l'usine
pour la première fois de ma vie, je répète cette phrase et que à chaque fois qu'on me dit ouais mais c'est trop chelou, il y a des gens qui ont ce comportement-là mesquin, je ressors la même phrase. Le monde des adultes, c'est la récré. C'est vrai. Hein. Le monde des adultes, c'est la récré. Il y aura toujours un mec qui va faire le bombage de torse et qui va rabaisser les autres, sauf que en vrai de vrai. Les gens qui rabaissent les autres, c'est des gens qui ont besoin de se mettre en valeur en écrasant les autres parce que eux-mêmes, peut-être dans leur vie, sont frustrés, n'ont pas réussi à faire ce qu'ils auraient voulu ou quoi. Moi, je pars du principe, si t'es fort et tu sais ce que tu vaux, t'as pas besoin de le montrer. Bon, voilà, il y a un système qui fait que c'est un peu chacun sa pomme pour évoluer, entre guillemets, voilà. Bien sûr. T'as un peu besoin de marcher sur les autres, qu'on le veuille ou non, c'est la vérité. Et clairement. Malgré toi. Ouais, malgré toi. Ben oui, mais moi, j'ai refusé cette fatalité. Pour moi, il était hors de question que je laisse mes valeurs de côté pour un taf. Parce que j'aime mon taf, mais je suis pas passionné, hein. C'est-à-dire que ma vie privée passera toujours en premier. Ça, il est hors de question. Et c'est pas pour faire le mec quand je dis ça. Mais c'est juste que ouais, j'ai essayé de prendre du recul sur ça et je me dis non, je veux pas. Enfin bon, voilà tout le résumé de mon parcours de vie sur ces 6 dernières années du coup. Du coup, maintenant que t'as fait le résumé, même 8. Qu'est-ce que t'en penses là, toi? Qu'est-ce que tu penses de toi? Ce que j'en pense? Ouais, qu'est-ce que tu penses de toi véritablement? Bah, en toute honnêteté, je suis quand même fier du parcours que j'ai fait parce que bah c'était pas évident quand même à une époque, donc j'ai quand même su rebondir. Je me suis jamais écroulé. J'ai eu la chance, et ça, je tiens à le dire quand même, d'être bien entouré par ma famille et mes amis. J'ai des personnes super autour de moi, et se reconnaîtront toutes ces personnes. Je peux pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais t'en connais une partie. Mais voilà, j'ai eu la chance d'être bien entouré, et ça, bah, je sais que c'est une chance parce que tout le monde ne l'a pas. Et donc, je suis quand même content de ce que j'ai fait, et j'espère, parce que là, c'est au futur du coup, que ce que j'ai fait, je vais pas le regretter. On verra dans quelques temps où j'en suis. Et là, je pourrais encore plus faire un point de me dire, bah tiens, j'ai eu raison, j'ai réussi mon concours pro, mes projets ont été établis à 100%, et là, ok. Mais là, pour l'instant, je suis content de ce que j'ai fait. Je le serai encore plus quand il y aura eu un point final à tout le retour que j'ai fait. Voilà. Pour résumer. C'est lourd. Tu me permets une dernière question? Vas-y, je t'en prie. Est-ce que t'as déjà sauvé un chat? Non. Mais en vrai, ça c'est en vrai de vrai. Moi, je me suis posé la question. Est-ce qu'il a déjà sauvé un chat? Non, en vrai, on le fait plus. Non, c'est les ambulances. Ça y est, moi aussi, je bug. C'est les boîtes privées qui font ça. Les pompiers sont plus appelés pour sauver les chats, les machins, parce que, bah, à un moment donné, les pompiers, t'en as besoin pour des trucs plus, entre guillemets, importants. Nous, après, ce qu'on pouvait intervenir, c'était les NAC, ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie. Tout ce que j'aime pas, genre les serpents, tu vois. Ah, ouais. J'ai peur des serpents, donc, ben, voilà, T'as déjà fait une opération pour un serpent? Alors, j'ai pas fait une opération pour un serpent. On finira sur ça. Ce sera ma dernière anecdote. On part en inter, pareil, pour une dame qui a fait un malaise, mais une jeune, 35 ans. On rentre, et puis tu sais, il faisait humide dans l'appart. C'était un 30 mètres carrés. Et là, il y a un lit entouré de vivariums, des serpents de partout. Mais fermé? Oui, fermé. Fermé. Bah, mon chef, il s'appelait Dylan, il me fait, ça va toi, parce qu'il voyait que je commençais à transpirer, tu vois. Moi, j'ai pas peur de grand chose, mais les serpents, j'avoue, je suis pas à l'aise. Et je fais, bah, écoute, on peut lui prendre l'attention dans l'ambulance, Je dis, mais vous voulez libérer les serpents? Elle fait, oui. Il fait, là, ils sont tous dedans. Il fait, ouais, je crois. Je fais, comme ça, vous croyez? Elle commence à me fissurer. Il dit, oh, on va sortir de là. Ouais, dans cet inter-là, ouais, les serpents autour, je transpirais un peu. J'étais pas à l'aise. Bah, en vrai, là, je pense qu'on est bon, en vrai. Ouais. Tu penses? Et, tu me permets une petite question avant de clôturer? Vas-y. Et toi, du coup, alors, par rapport à ce concept, là, juste un café et tout, on en avait un peu parlé tout à l'heure. Dis-moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton recul par rapport à tout ça? Aujourd'hui, l'évolution de ta chaîne, un peu où t'en es, les personnes que t'as interviewées différentes. Comment tu ressens le truc? Tiens, on va inverser un peu les rôles. Ok. Alors, toi, tu sais qu'à la base, je rappais. Ouais. Ça avait pas à balle avancé quand je regarde. Mais bizarrement, dans ce truc, ça avance beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et surtout, ça avance tant que j'avance. J'ai pas de patron. C'est moi qui me force à faire mes trucs. Mais en même temps, je me mets de la discipline, je me mets des challenges, et je rencontre de plus en plus de personnes, je crée du lien tout le temps, on me propose des projets. Puis le concept, il doit plaire à quand même certaines personnes et tout, franchement. Après, moi je trouve que c'est ça aussi, c'est que moi je trouve que j'ai pas une commune énorme, et je suis content qu'il soit là, tu vois ce que je veux dire, mais je pense qu'à plus grosse échelle, il sera encore plus apprécié. Si je pouvais souligner un truc, c'est que humainement, ça me fait redécouvrir les personnes que je connais déjà. Ouais, c'est vrai. Ça me fait découvrir d'autres personnes, mais surtout, ça me fait redécouvrir mon propre point de vue. Parce que toi, tu vois, cette discussion, tu l'as vu qu'une seule fois. Pas moi. Et surtout que, là, ça se peut, tu as dit des choses que tu l'as dit avec une impulsion. Tu l'as dit avec ton cœur. Ouais, c'est vrai. Et peut-être tu l'as zappé parce que, tu sais, c'est une discussion, peut-être, t'es en soirée, voilà. Mais sauf que moi, je vais la voir tu vas la comme ressentir, si c'était écrit, tu vois. Et que je vais le voir en boucle et je vais le mettre en avant.
pour qu'il soit vraiment un truc. Et ce que tu vas dire, ça aura une réelle importance dans ce que je vais faire. Et je pense que, ouais, ça m'a énormément fait évoluer sur énormément de points en très peu de temps. C'est peut-être un des choix de création de contenu le plus rentable que j'ai fait actuellement, tu vois. Pas en termes de thunes, pas en termes de vues, mais en termes de moi-même, ouais. Et ouais, ça m'a fait du bien. Ça me fait énormément de bien. Ah, je c'est sais que cool. ça va me faire kiffer de faire le montage de la vidéo. C'est que du bonheur. Voilà. Bon, on termine, mon gros? Ouais, attends. Vas-y. 1, 2, 3. Ah, un petit peu Vas-y, de on va travers. refaire vite On se fait. repermet? Ouais. 1, 2, 3. Putain, Je refais une à la fois. Attends, 1, 2, 3. 2. Ah, c'est bon, Là, là, c'est bon, nickel. là, c'est bon. Oh, putain, frère. Gomez, ça m'a fait plaisir. Ah, moi aussi, mon Eh, papé!